La bienvenue dans ce cadre. Notre conférence va commencer. Nous aurons la première intervention de Maître Kambalé, axée sur la dynamique persistante des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo et stratégie pour la matérialisation du projet de balkanisation. Après cette intervention, il y aura donc des témoignages par honorable député national élu de Djougou, honorable Adirodou Mawazo Baudouin du Roumou, Madame Nicole Kavira, coordonnatrice du mouvement des indignés, et le député honoraire Issambou. Après ces témoignages, il y aura le deuxième intervenant, qui sera donc le doctorant Loalo, qui parlera bien sûr, qui tentera de répondre à la question « Quelle diplomatie pour lutter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo ?» Après, nous allons bien sûr terminer par l'intervention du professeur docteur Sylvain Chikojimbumba, qui parlera du nationalisme patriotique et s'en suivra le débat. Sans plus tarder, j'invite M. Freddy Moulumba Kabouaï pour ce mot de circonstance. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était dans cette salle. Ça fait 10 ans. Et on a fait ce travail sans l'aide extérieure. C'était avec l'argent du groupe de presse Le Potentiel et mon salaire. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris une décision de sacrifier notre vie pour le Congo. Donc on a la passion de ce pays. Si on a décidé de faire cette conférence, c'est parce que je vois qu'à Kinshasa, ni les médias, ni les hommes politiques, personne ne parle. Alors qu'il y a une situation qui est grave. On tue des gens chaque jour. On ne comprend rien. En tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, nous avons les devoirs. Nous avons le devoir de défendre notre peuple et notre pays. Parce que nous devons penser à l'avenir de nos enfants et de l'Afrique. Je vais vous donner quelques clés de compréhension de ce qui se passe à l'est du Congo. C'est pour être au-dessus des querelles politiciennes et des positions politiques. Je suis avec moi, j'ai amené des livres. Celui-ci est écrit par un Congolais. Il est au Katanga. Il est professeur Gabriel Mbaza Malale. Ce livre est intitulé « Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours, 1860-2006 ». Cet aspect juridique a un aspect historique. J'ai un autre livre écrit par un Africain. Il s'appelle Apoli Bertrand Kameni. Il est camerounais. Ministère stratégique et enjeux africains. Celui-ci parle beaucoup plus de la révolution technologique, pour ne pas dire la révolution numérique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on comprenne ce qu'on va expliquer ici, les conséquences qu'on va tirer. Le professeur Mbaza Malale, dans sa thèse de doctorat, Mbaza Malale, je pense qu'il est professeur à l'université de Lubumbashi. Il a trouvé certaines coïncidences entre les guerres qu'on a connues et qu'on connaît et certaines échéances politiques. Banza est parti d'une hypothèse. En 1900
il est parti d'une hypothèse que l'État indépendant du Congo, dès 1900, avait signé des contrats avec ces entreprises, certaines multinationales anglo-saxonnes ou bien occidentales. Et ces sociétés arrivent, donc les délais d'expiration de leurs concessions arrivent pendant une période de 1990 à 2011. Et c'est pendant cette période qu'il y a instabilité au Congo. Il a pris la première coïncidence politique d'abord, les discours de démocratisation du maréchal Mobutu le 24 avril 1990. Il lie cette incidence, cette coïncidence, à l'expiration du bail que Léopold II, à travers l'État indépendant du Congo, avait signé avec la compagnie du Katanga. C'est pour que vous compreniez pourquoi il y a l'instabilité au Katanga, au nord Katanga, au Kivu et aussi à Ituri. Donc, la compagnie du Katanga arrivait à l'expiration le 12 mars 1990. Ça coïncide avec le discours du président Mobutu pour démocratiser. Il prend aussi une deuxième coïncidence politique, l'arrivée de l'AFDEL, le 17 mai 1997. Cette guerre avait commencé en 1995. Mais curieusement, une coïncidence, c'était les bails, ou bien la concession qu'on avait fait à l'Union minière du Haut-Katanga, le 28-10, donc octobre 1996. Et ce contrat devait expirer le 28-10 2005. Donc c'est pendant la période 1990-2011. Il prend encore un autre cas. Le comité, l'expiration du contrat du comité spécial du Katanga, qui devrait expirer le 19, donc c'était signé le 19-6, donc juin 1990, expiration le 19 juin 1999. Donc les bails, c'est à peu près 100 ans, donc on en est 20. Coïncidence, le 2 août 1998, c'était la guerre du RCD. L'autre coïncidence politique, c'est la fin de la première législature, donc des élections du président Kabila, donc les premiers en 2011. Et cette fin de première législature, le 31 décembre 2011, coïncide avec la fin de la concession minière du Comité national du Kivu, prévue le 31 décembre 2011, date qui correspond avec l'expiration des droits miniers de la compagnie des chemins de fer des Grands Lacs, ce qu'on appelle CFN. Donc c'est pour vous dire que l'instabilité à l'Est n'est pas l'effet des individus comme on pense toujours le dire. Il y a cette dimension d'imitation du capitalisme et des accords que Léopold II avait signés avec les multinationales. Mais c'est que aussi en utilisant la dimension, je dirais un peu révolution numérique, donc technologique, Bertrand Kameni explique aussi certaines coïncidences dans son ouvrage. Donc il faut dire ça, c'est une thèse de doctorat. Ce n'est pas un essai. Ça aussi, c'est une thèse de doctorat. On ne peut pas dire que ce n'est pas scientifique. Ça a été attesté par des grands professeurs. Donc, Bertrand Kameni montre la corrélation étonnante entre les crises depuis 1996 et les booms miniers ayant suivi certaines évolutions technologiques. Il prend la date de 1994. C'est le début de la guerre de l'AFDEL. 1996, consommation de germanium explose à cause de son utilisation
dans les technologies de l'Internet et l'optique. 2000, la crise s'installe et l'anarchie prend un peu de l'ampleur. En parallèle, de Tintal et de tungstène, c'est un minerai qu'on trouve au Kivu, deviennent essentiels à l'industrie aéronautique et à l'électronique. 2004, s'ajoute l'étain. Donc il y a eu une forte demande de l'étain sur les marchés, surtout européens, parce qu'on avait interdit les plombs. Voilà au moins certaines informations qu'on donne en dehors des individus. Parce que généralement ici, on réduit les crises congolaises à des personnes. Il faut élever les débats et identifier les véritables problèmes. Mais tout ça, derrière tout ça, c'est quoi? Ce qui était à Berlin en 1885, ces trusts voudront couper le Congo en morceaux. Il y en a ceux qui parlent de 4 États. Ça, c'est l'évêque de Touri, Monseigneur Irini. Il a dit qu'il était en Allemagne. On lui a montré une carte du Congo coupée en 4 États. Révolté. Il y en a qui pensent 5 États. Ça, ce sont les Américains. Avec en tête Fess William, qui pensait que pour résoudre la question du Congo, il faut le couper en 5 États. Mais je pense que les Congolais résistent. Parce que ceux qui parlent de la balkanisation, qui tiennent la balkanisation, ne sont pas des Congolais. Aucun Congolais n'acceptera la balkanisation. Et vous allez voir, ça c'est ce que d'autres penseurs, d'autres historiens pensent et disent. Vous allez voir que les gens qui demandent la balkanisation du Congo sont ceux qui sont au nord, au sud et à Ituri. Mais pour la plupart, ce ne sont pas des Congolais. Pour ne pas dire, ce sont des Rwandais. Un Congolais n'acceptera jamais que ces pays soient divisés. Et c'est là où j'ai fait intervenir les professeurs Isidore Ndaiwel. Cette année, en 2020, Ndaiwel était à Paris, dans un colloque, comme nos amis occidentaux pensent qu'il faut le payer le Congo, on a appelé Ndaiwel pour qu'il parle. Donc c'était sur l'Afrique centrale. On avait demandé, est-ce qu'on peut couper le Congo? Ndaiwel a donné 2 éléments importants. Il dit ceci: l'unité du Congo repose à la fois sur la géographie et l'histoire. Cette unité possède de solides attachements en quelque sorte. Donc il est difficile aujourd'hui qu'on coupe le Congo parce que d'abord la nature. Nous avons le fleuve qui a beaucoup d'affluents et nous avons des collines et des montagnes à l'est et le lac. On commence à couper le Congo par où? Pour lui, c'est impossible. Deuxième élément qu'il a avancé, il dit que depuis 1885, l'État au Congo est géré comme un État unitaire. Et ce qui fait que les Congolais résistent. C'est impossible qu'on puisse venir aujourd'hui parler d'un Congo fédéral. Mais c'est ce que les autres pensent, mais les Congolais n'en veulent pas. Oui, j'ai trouvé le colloque sur l'Afrique des Grands Lacs. Ça c'était Ndaiwel. 60 ans de tragique instabilité. C'est cette année, en 2020, à Paris. Ceux qui veulent peuvent aller sur Google, vérifier, vous aurez l'information. Tout ça c'est pour vous dire quoi? Notre destin est en main. Les autres peuvent avoir des plans. C'est à nous de décider ce qu'on peut faire de ces pays. Mais on constate la complicité des élites intellectuelles, la complicité des élites politiques. Comme les élites intellectuelles et politiques sont complices, c'est pas moi qui l'ai dit, je pense que le président Tshisekedi l'a dit dans son discours du 30 juin 2020 sur la balkanisation. Il a dit très clairement,
il y a toujours des gens qui veulent couper notre pays. Vous avez d'un côté les Congolais, les fils de ce pays. De l'autre côté, vous avez les pays limitrophes, mais aussi les grandes puissances multinationales. Prenez les discours du président Tshisekedi le 30 juin 2020 et réalisez ça. Je n'invente rien, vous allez lire vous-même. Mais Tshisekedi a parlé. Posez-vous une question. Pourquoi le silence à Kinshasa? Voilà pourquoi vous devez vous mobiliser pour faire pression sur les hommes politiques de façon à ce qu'ils puissent barrer la route à ceux qui pensent barrer notre pays. Déjà, l'église protestante a déjà pris une décision. J'ai été invité. Il y avait moi, le professeur Kambayi Bouacha et le professeur Poité, parce qu'on voulait savoir est-ce qu'il y a barbarisation ou pas. Nous avons parlé et l'église a pris une position très claire. Il faut barrer la route à la balkanisation. En tout cas, je tiens beaucoup à vous remercier. C'est un petit mot pour permettre à nos amis d'entrer en profondeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. À présent, nous allons accorder la parole à Maître Kambale, qui va parler bien sûr de la dynamique persistante des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo et stratégie pour la matérialisation du projet de balkanisation. Maître. Merci pour la parole. Je remercie d'abord Freddy pour nous avoir associés à cet exercice intellectuel. Il m'a été demandé effectivement de parler de la dynamique persistante des conflits et spécifiquement d'expliciter, d'expliciter cette dynamique, attaque et stratégie pour matérialiser la balkanisation. Pourquoi nous disons que c'est une stratégie pour matérialiser la balkanisation? J'ai aimé quand Freddy Mulumba a présenté la thèse du professeur Banzama Lale, qui est parti, qui a fait un aspect historique de la problématique. Effectivement, dans cette question du Congo, il y a cet aspect historique. Et la thèse du professeur Banzama Lale a essayé de prendre certains événements, de les relier pour expliciter la problématique. Et vous verrez même que depuis pratiquement 1985, parce que les conflits de la partie orientale commencent en 1985, soit une année ou 2 ans après la chute du président Amin Dada. C'est à ce moment-là que l'Ouganda avait décidé d'attaquer la RDC. Ils ont commencé par ce qu'on a appelé dans le jargon local les opérations d'attaque, donc des attaques ciblées. Et notre armée à l'époque avait mis en place la stratégie qu'on appelait l'opération Mumbiri, qui a duré pratiquement de 1985 jusqu'à la guerre de l'AFDL, laquelle guerre avait été précédée par une situation d'instabilité dans la ville de Goma, avec les poses de bombes dans les lieux les plus fréquentés, et jusqu'à ce qu'on a renversé le président Mobutu. Et curieusement, une année, moins d'une année après, c'était la deuxième guerre de 1998, et cette guerre avait été précédée par des tueries dans la ville de Butembo. On avait enfermé toute la ville pendant 4 jours, il n'y a pas de sortie, et la plupart des jeunes ont été massacrés. Au kit 98, on arrive à la signature de l'accord de Sun City. Nous sommes en 2002. Le gouvernement est mis en place le 30 juin 2003. Et à la mise en place de l'armée, il y a une mutinerie. Certains officiers refusent de prendre les armes, de prendre les fonctions. À Kinshasa,
au motif qu'ils seraient discriminés. Alors que leurs frères politiques, les frères politiques étaient dans les institutions et ont estimé qu'ils étaient discriminés. Ça nous amène à la guerre de Bukavu et les débuts de la rébellion RCD. Et pratiquement, pendant tout ce temps, le gouvernement ne savait plus accéder ou contrôler une grande partie du territoire national. On arrive à la guerre du CNDP, on arrive à la conférence de Goma en 2008, la conférence se termine et en 2009, une autre guerre commence, deuxième guerre du CNDP. Le CNDP arrive à s'emparer d'un important armement, stock d'armement du FARDC. On ne sait par quelle magie, l'armée nationale et militaire de l'armée nationale ont pu abandonner ces armements. On arrive aux accords du 23 mars 2009. On procède à l'intégration, ou ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, le mixage accéléré de certains groupes armés pour intégrer l'armée congolaise. Et au même moment, on met en place un commandement militaire parallèle dans la partie est du pays. Donc, il y avait un commandement qui s'était occupé, effectivement, chargé de s'occuper des groupes armés, et un commandement ordinaire qui était le commandement, la région militaire, et ainsi de suite. Mais les officiers qui étaient dans le commandement militaire parallèle déclenchent notre guerre en 2012. C'est la guerre qu'on a appelée la guerre du M23. Quand vous suivez le comportement de toutes ces guerres-là, ou la manière dont toutes ces guerres ont été menées, il y a un seul objectif, c'est celui de faire voir à l'opinion ou à la population congolaise de la partie orientale que Kinshasa n'a pas besoin de vous. D'ailleurs, vous vous prenez pour rien pour chaque fois appeler Kinshasa parce que Kinshasa n'arrive pas ici, et ainsi de suite. Et ça, pour arriver évidemment à dire donc, que nous pouvons vous présenter des solutions pour vos problèmes. Et ça quitte là, parce qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui se passe à Béni, tout le monde s'étonne, mais il y a quand même des interrogations il y a des choses qu'on doit se dire. Les ADF ou les NALU sont dans la région depuis 1985, donc quelques années après la chute de Idi Amin Dada. Et de 1985 jusqu'à 2014, on n'a jamais, en aucun moment, assisté à des tueries contre la population. Mais c'est à partir d'octobre 2014 que les tueries ont commencé. Et de quelle manière? On connaît le mode opératoire de ce qui s'était passé au Rwanda. C'est la même manière. On décapite les êtres humains, on tue les chefs coutumiers, on chosifie la femme et les enfants. Donc tout ça pour faire peur, pour amener à la population de comprendre que vous n'avez pas des autorités qui peuvent vous protéger et que nous, si vous nous acceptez, nous allons vous protéger. À défaut, si vous refusez, on va vous contraindre d'abandonner vos terres. Malheureusement, dans cette situation, il y a ce qu'on peut appeler ça, mâcher le mot, des complicités internes. Et je le dis parce que vous verrez, la plupart des groupes armés dans la partie est sont à l'ouest. Quand je prends Goma vers Ituri, sont à l'ouest de la nationale numéro 4. Et ce qu'on raconte, c'est que ces groupes armés sont ravitaillés en armes par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Or, on se pose la question, si les armes peuvent quitter l'Ouganda, donc ça doit traverser soit la douane de Kasindi, soit la douane de Kamango, soit la douane de Bunagana. Or, ces douanes-là,
où cette frontière-là est protégée par les forces armées de la RDC, ou les services publics, ou les services spécialisés de la RDC, du gouvernement congolais. Pour aller jusqu'à l'ouest, on doit traverser la ville de Beni, la ville de Butembo, la ville de Goma. Et là, on ne peut pas nous dire que ces villes-là sont contrôlées par les groupes armés. Ils sont contrôlés par les autorités établies. Et jamais ces autorités ne nous ont jamais démontré comment ces armes quittent l'Ouganda pour traverser vers l'ouest, là où il y a les groupes armés. Et les minéraux qu'exploitent ces groupes armés traversent de l'ouest vers Kampala. Et ce qui est encore plus, ce qui prouve la complicité, vous verrez la plupart des massacres à Beni interviennent pendant la récolte du café et du cacao. Alors on se pose la question, ces récoltes-là sont ramenées en Ouganda par qui? Parce que les propriétaires sont en train de fuir. On ne peut pas nous dire que ce sont des ADF qui amènent le même récolte en Ouganda. Et si tel était le cas, comment ça franchit les frontières? Ça, ce sont des éléments qui sont sur le terrain. Et de trois, nous tous nous observons les groupes armés. Il y a des groupes armés qui ont toutes les tenues des FARDC. Toutes les tenues successives des FARDC. Il est arrivé même dans la région où on a changé la tenue des FARDC. Au lendemain du changement de la tenue des FARDC, les groupes armés sont retrouvés avec ces tenues-là. Et ça, on n'a jamais mené des enquêtes, malgré les dénonciations de la population. Et par contre, c'est toute personne qui essaie de dénoncer qu'on traque et qu'on arrête. Alors on se pose la question, que veut le gouvernement congolais, ou que gagne le gouvernement congolais de ne pas poursuivre ou sanctionner les acteurs congolais qui sont impliqués dans ce trafic-là? On voudrait bien chaque fois incriminer les Rwandais, l'Ouganda, les multinationales. Moi, je pose toujours la question, le rôle du Congolais dans cette histoire. Et aujourd'hui, lorsque nous voulons chaque fois nous soustraire de nos responsabilités et les faire porter aux autres, je crois que nous sommes les plus acteurs de la balkanisation que ceux-là qui viennent. Parce que si nous nous refusions, tous les troubles n'allaient plus exister dans notre pays. Mais parce que nous coopérons, parce que nous facilitons, et tout ça parce que nous voulons, chacun veut gagner, chacun veut voir ses intérêts évoluer. Et dans ces conditions, on se pose la question, dans la partie orientale, où est l'État congolais? Où est le gouvernement congolais? Depuis l'offensive du 14 octobre 2019, il y a des opérations, il y a des résultats encourageants. Mais ce qu'on se pose comme question, comment est-ce que le FARDC qui arrive à récupérer les bastions principaux des ADF, il n'arrive pas à sécuriser les parties déjà conquises? Est-ce à dire que les ADF sont tellement malins ou stratèges, ils arrivent à déborder pour aller attaquer là où on a déjà conquis? Une autre question, un autre problème qui n'est pas toujours évoqué, c'est la situation de Mbororo, dans le haut, dans le bas et où il est. Aujourd'hui, on nous amène une autre théorie. C'était la conférence qui se tenue à Kinshasa, où on parlait des réfugiés climatiques. Et que ces Mbororo-là, quand ils fuient les problèmes climatiques, voilà pourquoi ils doivent venir en RDC. Mais on n'a jamais démontré que ces mêmes Mbororo se sont déplacés dans leur pays en interne pour que ce soit les déplacés internes, les déplacés climatiques dans leur pays. Et plus grave, ils arrivent dans notre pays armés. Et on se pose la question, où est l'État congolais?
Aujourd'hui, la plupart des citoyens congolais dans les bas et aux ouélés ont abandonné presque le village pour échapper aux tueries des Mbororo. Et tout se passe sous silence, comme si rien n'était. De 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ces Mbororo vont s'installer. Et à ce stade-là, ils vont commencer à dire que ici c'est chez nous. Et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 ans, ils commençaient à dire que nous avons reçu des autorisations pour venir nous installer au Congo. Alors, on se pose la question, qui avait donné ces autorisations? Et notre cas un peu spécifique, c'est qu'on observe entre le sud de la province Nord Kivu vers le nord et l'Ituri. Il y a 4 ans ou 5 ans, on avait commencé à observer les mouvements de personnes qu'on prétendait qu'ils quittaient le sud de la province pour aller chercher les terres dans une zone insécurisée. À l'époque, on parlait du triangle de la mort entre Kamango, Eringeti et Oicha. Mais ces personnes-là quittaient le sud pour aller s'installer dans ces régions-là. Et ils sont allés jusqu'à Anituri, vers Boga, Somia et Irumu. Et chose étonnante, c'est la première fois dans l'histoire de la RDC que j'apprends qu'un Congolais qui quitte un territoire ou une ville vers une autre doit se munir d'une feuille de route ou d'une autorisation quelconque. Et curieusement, aujourd'hui, certaines personnes, Congolais évidemment, prétendent qu'on les empêche de faire des mouvements. Alors que la circulaire prise par les autorités provinciales parlait de personnes inconnues. Alors, lorsque maintenant certaines personnes commencent à dire qu'on les interdit, on restreint leur droit de mouvement, on se pose la question, est-ce que sont-elles les personnes inconnues ou pas? Je me souviens lorsqu'il y avait la situation à Miriki, dans le sud de Lubero. Le même discours disant qu'on ne peut pas de tel avait été tenu. Mais le gouvernement congolais avait dit que le conflit dans la région était dû à la longue présence des FDLR dans cette partie du pays. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais pris de mesures pour faire sortir ces FDLR dans cette partie. Et pendant ce temps, une opinion considère qu'on les interdit d'aller s'installer dans une partie du territoire. Alors on se pose la question. Le gouvernement dit que ce sont des FDLR. Les FDLR, on connaît leur origine, c'est le Rwanda. Et qu'il y ait une partie de la population congolaise qui dit que c'est nous, alors on se pose la question. Est-ce que réellement nous disons la même chose? Voilà autant de cas de complicité interne qui facilitent la mise en œuvre de la balkanisation en faisant persister les conflits armés ou en favorisant l'émergence ou la prolifération de groupes armés. Je terminerai en disant l'autre question qu'il faudrait inclure dans cette problématique, c'est évidemment la question de la gestion ou de l'accès à la terre. Les coutumes dans cette partie, ou dans la plupart des coutumes congolaises, je peux dire, nous sommes attachés à la terre, si bien que la plupart des conflits partent de la mauvaise gestion ou du mauvais partage de la terre. Et pendant qu'on ne cherche pas à creuser l'origine du conflit, le gouvernement pense que l'approche qui a été mise à place par le gouvernement, c'était de dire que tous les groupes armés doivent être intégrés dans l'armée, tous les éléments des groupes armés. Or, quand on suit bien les problèmes, ces groupes armés n'ont jamais, ou les éléments de ces groupes armés n'ont jamais eu dans leur tête d'être militaires et jours. Mais la plupart sont là parce qu'on a ravi leur terre auparavant, donc il n'y a plus de moyens de survie,
Et pour empêcher à ce que celui-là, celui qui les a ravis, ne puisse jouir de ce droit-là, il s'est constitué un groupe armé. Et le gouvernement prend ces jeunes-là, on les amène dans l'armée, qui n'ont jamais eu comme vision d'entrer dans l'armée. Et une fois ils constatent les souffrances, ils quittent l'armée et ils retournent dans leur lieu habituel. Et pendant ce temps, comme les coutumes locales considèrent que tout celui qui s'engage dans l'armée c'est un bandit, on les rejette et lui rentre dans la brousse. Donc il devient un élément formé par l'État congolais, armé par l'État congolais et qui devient opposant à l'État congolais. Je vous remercie.